donc alors, aujourd'hui, on va parler des formes de la résistance. Alors, il y a plusieurs types de formes de la résistance. Il y a la résistance peut se manifester d'une manière individuelle, où une personne refuse d'adopter le changement pour des raisons personnelles ou émotionnelles. À un niveau organisationnel, des équipes peuvent s'opposer à l'implémentation de nouvelles structures ou technologies. Sur le plan politique, des mouvements peuvent émerger pour contester des changements jugés injustes ou nuisibles. La résistance culturelle se produit lorsque les valeurs traditionnelles entrent en conflit avec les nouvelles idées. Et enfin, la résistance symbolique utilise des gestes et des symboles pour protester contre le changement. Donc on va d'abord voir qu'est-ce que la résistance individuelle. Donc on a vu que la résistance individuelle, logiquement, ça se joue avec un individu, donc un jeu, comme on en a parlé par rapport à la peur de l'inconnu. Donc je pense qu'en tant que résistance, ça va vachement plus se baser sur la peur de l'inconnu, comme on avait vu avec cette petite mamie qui refus personnel d'adopter une nouveauté par peur, insécurité ou remise en cause de son identité. Exemple, une personne refusant d'utiliser Internet pour gérer des démarches administratives par peur de mal faire ou de ne pas avoir les compétences adaptées. Donc on peut voir sur cette image cette petite mamie qui, au final, par peur de l'inconnu, de résistance au changement, refuse de faire ça. En même temps, ça ne veut pas dire qu'elle a tort ou qu'elle a raison, ça veut juste dire que c'est une peur de l'inconnu qui la bloque aujourd'hui, parce qu'il faut quand même bien qu'elle paye ses impôts, par exemple. Et aujourd'hui, on nous impose de payer les impôts avec justement Internet et des choses comme ça. De plus en plus de démarches, justement, se font par Internet. Ce qui peut être compliqué pour toute une génération entière. Et quand on parlait de fracture générationnelle dont on va parler plus tard, la révolution numérique a un impact direct sur la fracture générationnelle. Pour ça, je vous ai fait une petite référence. Je ne sais pas si vous connaissez le film Tati Daniel. Urgent, recherche personne sérieuse, 3 premières semaines de juillet, pour garder dame âgée, référence exigée. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Sorti le 4 avril. Si je veux. Mais c'est vrai que pour le film Tati Daniel, en gros, c'est une personne âgée, donc une mamie, une terrible mamie. Je pense que ça joue avec humour sur justement cette résistance au changement et cette peur de vieillir, qui fait que cette dame veut absolument mourir et tout faire de sa manière. Donc elle va en faire voir de toutes les couleurs à toutes les personnes qui viennent l'aider, mais vraiment bon, de manière absurde et comique, mais ça montre symptomatiquement quelque chose de réel dans la société contemporaine, où nos personnes âgées, nos vieux sont délaissés, et donc comptent sur d'autres personnes, des inconnus, pour pouvoir gérer leur automatisation et leur vie en général. Et c'est vrai que cette codépendance qui se crée peut créer une certaine forme de résistance, et une résistance qui peut être mise de manière comique dans un film. Donc je vous le conseille, c'est absurde, c'est comique, c'est des films à l'ancienne, comme ça fait du bien, entre guillemets, où il n'y a pas forcément d'éthique, de morale, de choses comme ça. Là, c'est juste de l'absurde pour de l'absurde, du comique pour du comique, et ça fait du bien. Ensuite, il y a la résistance organisationnelle. Blocage collectif au sein d'une entreprise, d'une institution ou d'une administration pour éviter de modifier ses pratiques. Une entreprise qui continue à utiliser des fax ou du papier pour la communication malgré la numérisation généralisée. Donc là, on peut voir des références déjà avec The Office, avec l'extrait qu'on avait vu dans la dernière présentation vidéo, avec la résistance de la peur au changement. Et on peut aussi le retrouver avec Sévérance. Alors, je vous ai préparé un petit exemple, parce que la série Sévérance, déjà, faut se l'avouer, ça traite directement de la résistance organisationnelle. C'est-à-dire que au début, justement, ceux qui sont severed et qui sont rentrés à l'intérieur et qui n'ont aucune connaissance du monde extérieur font leurs tâches, puis au fur et à mesure de la série, il y a cette résistance qui commence à s'imposer, résistance face à l'organisation, face au fait de ne pas comprendre ce qu'ils font, ne pas comprendre où ils vont, ne pas comprendre qui ils sont, qui commence à germer un petit peu en eux et créer la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y a une scène un petit peu symptomatique de ça. C'est au moment où Dylan vient de te réveiller à l'extérieur, et donc il a compris qu'il avait un enfant, et en fait c'est la première fois que son Ini découvre la vie de son Outie, parce que c'est la première fois qu'il a été réveillé de force à l'extérieur pour répondre à une question de son manager qui est Milchik. Et donc là, il vient de revenir au travail, il vient de se réveiller, et la dernière chose qu'il se souvient... Il avait accepté de compter jusqu'à 1000 et il a enfreint la règle. À votre place, j'éviterais de mentionner ce détail à vos collègues, Dylan. Cette procédure devra rester entre nous. C'est clair? Vous pouvez me dire son nom, moi? L'ignorance est parfois un vrai bienfait. Et si on se rappelle de ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos de sociologie,
on se rappelle que justement, il y a ces leaders charismatiques. Et là, on vient de voir que comment un leader charismatique peut éviter cette résistance au changement. Il vient de lui proposer des bonus, il vient de lui proposer des avantages pour que lui ne pense pas à sa résistance, ne pense pas à contredire les normes qui lui ont été imposées et les dogmes qui lui ont été imposés. Sauf que, bah, comme on le voit là, il va y avoir une ambivalence et puis il a quand même vécu quelque chose qui était important pour son personnage et son développement. Et donc on va voir qu'il va y avoir tout un impact derrière dans la suite de la série. Donc revenons-en. Donc ça c'était la résistance organisationnelle et ensuite on va avoir la résistance politique. Bon, la résistance politique, je pense que j'ai pas besoin d'y passer 4000 ans. Je pense qu'on est en France, on connaît assez bien ce que c'est que la résistance politique. C'est notamment dû justement quand il y a des problématiques politiques qui semblent pour une partie de la population injustes ou anormales, il va y avoir une certaine forme de résistance. Donc une résistance qui peut être faite de manière pacifique, de manière violente, de manière culturelle, de manière symbolique. Donc alors la résistance culturelle, elle peut se faire de plusieurs manières, comme je le disais. C'est qu'elle peut se faire d'une manière interne à la culture, comme on peut le voir avec le classicisme hollywoodien et la nouvelle vague française. Donc en gros, le classicisme hollywoodien mettait des dogmes cinématographiques dans ces films. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des règles et des choses, des normes qui imposaient justement certaines choses au film. Et donc, qui créait une certaine, on va dire, fluidité pour le spectateur qui lui permettait de s'identifier, mais aussi de se reposer le cerveau. On ne va pas lui demander de réfléchir. Alors que la nouvelle vague va briser tous ces codes pour justement demander au spectateur de réfléchir. Donc là, on peut voir que c'est une résistance culturelle, une résistance interne à la culture. Par contre, la culture peut aussi être utilisée dans une résistance politique, comme on a vu juste avant, ou si par exemple il va y avoir un groupe de citoyens qui décide de faire un opéra, j'en sais rien, devant l'Opéra Bastille à Paris, avec des chants révolutionnaires ou des choses comme ça, c'est une résistance culturelle, parce qu'elle est pacifique et elle va utiliser la culture pour ça. Et donc, résultat, je reviens sur justement la résistance symbolique, et donc je vais pouvoir vous remettre cet extrait un petit peu. Ah, les pubs, là, 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 là. En plus, Wix, non, 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 Te non, non, Pāti non. Māori, e ono ngā pōti e 6 votes opposed. Ça, c'est une résistance symbolique. Ça, c'est la résistance symbolique. Regardez-moi ça. Donc voilà, avec le son et l'image, ça marche beaucoup mieux. Mais donc voilà, une belle expression de résistance symbolique. Et sinon, je vous ai prévu aussi un petit extrait de films et de séries, parce que comme je l'ai dit, ici on parle pas mal de films et de séries. Alors, désolé pour la qualité, on l'a trouvé sur internet. Ça vient de la série Pause, saison 1, épisode 1, dès le début. Donc je vais vous montrer le début un petit peu, où là c'est un groupe de personnes queer qui vont dans un musée. Je vais un petit peu accélérer puisque la scène est longue. Elles vont y rentrer, se cacher, attendre la fermeture et aller voler les magnifiques robes. On parle de quelque chose qui se passe dans les années 70, donc un moment où il y a justement une énorme homophobie, où on appelle ça casser du PD, où il y a où c'est institutionnel l'homophobie beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, aussi les moments du sida, etc. Donc vraiment les personnes sont vues comme des non-humains, les personnes LGBT, qui sont aussi vues et traitées d'une manière comme des malades mentaux, et des malades mentaux aujourd'hui, quand on parle de maladie mentale et de santé mentale, on ne se rend pas compte à quel point ça a été désensibilisé, mais à l'époque, être malade mental, c'était vraiment considéré comme être en bas de la société, donc être malade mental, LGBT, et voire même transsexuel, alors là vous étiez en bas de bas, et personnes racisées, là, vous étiez, on va dire, en bas de la société, mis à part vous faire casser la gueule, il fallait vous protéger énormément dans la rue. Donc, elles volent, nanana, nanana. Pourquoi? Pour arriver dans ce qu'on appelle le ballroom. La ballroom scene, en fait, c'est quelque chose qui a permis aux personnes LGBT de se regrouper et de faire des actes de résistance symboliques, parce que c'était les seuls endroits où ils avaient le droit de vivre. Donc ils vivaient d'une manière certes très excentrique, en utilisant la danse, le chant, le lip-sync et toute forme d'art pour résister et exister. C'est pour ça qu'on appelle ça des ballrooms.
parce qu'il y a comme des compétitions, comme vous pouvez le voir là, de quelle maison, parce qu'en gros, ce qu'on appelle maison, c'est des groupes de communautés qui vont vivre ensemble et qui vont se soutenir les uns les autres et en même temps créer de l'art pour subsister et exister. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau que la résistance symbolique, moi, je trouve. Donc voilà, vous avez vu un petit peu l'ambiance. Il peut y avoir aussi des moments de danse un peu, appelés... Peut-être pas dans cet extrait, mais voilà. Donc voilà, et donc on va passer maintenant à la dernière chose qui s'appelle... ah non, il y a le cycle classique du changement aussi. Ah oui, avant de passer à la fenêtre d'Overton, je voulais juste vous expliquer un petit peu. Donc le cycle classique du changement, il passe par le rejet, l'acceptation et la banalisation. Donc ça peut aller dans un sens positif comme un sens négatif. Dans la première étape, les individus et les groupes expriment une résistance significative face au changement, souvent ancrée dans la peur ou la méfiance. À mesure que le changement est introduit et que les bénéfices commencent à se concrétiser, la phase d'acceptation peut débuter. Enfin, une fois que la nouvelle norme est intégrée et est devenue une norme, on parle de banalisation, où elle constitue désormais un état normal. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de Sévérance de tout à l'heure, on a vu que Dylan a vécu quelque chose d'un peu traumatisant dans le cadre de son travail, et son manager, Milchick, va lui proposer, écoute, tu fermes un peu ta bouche, et à partir de ce moment-là, tout va bien, tu auras des bonus. Il y a deux choix. Soit il accepte, et au bout d'un moment, il accepte d'avoir des bonus que les autres n'ont pas, et il banalise le fait d'avoir des bonus que les autres n'ont pas. Soit il accepte le fait qu'il a vécu quelque chose d'anormal, il banalise le fait qu'il ait vécu quelque chose d'anormal, et c'est à ce moment-là qu'on va dire une certaine forme d'agression peut se répéter. Ou alors il peut y avoir un rejet. Mais le rejet peut, entre guillemets, le rejet peut s'arrêter là. Au début, on peut s'arrêter au rejet et ne jamais passer à l'acceptation ou la banalisation. Ça dépend justement, on en parlait dans l'épisode 1, de ces leaders charismatiques ou de ces normes et de comment nous on se positionne par rapport à ces normes. Est-ce qu'on a peur de ces normes ou est-ce qu'on préfère que ces normes soient posées parce que ça nous rassure? Et donc ça dépend encore une fois du jeu. Donc on en revient juste, je vais faire un petit truc pour qu'on recomprenne bien. Il y a la peur de l'inconnu qui peut nous empêcher ou nous pousser vers l'acceptation. Le besoin de stabilité, qui ça va plus nous pousser l'acceptation en se disant j'ai besoin justement, le psychisme ne peut pas tolérer le chaos, donc vite, 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 et j'ai besoin de trouver des normes et que j'accepte. Ou alors la dissonance cognitive, là par exemple c'est un peu ce que va vivre Dylan en se disant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce que je dois en parler à mes collègues du fait qu'il s'est passé un truc chelou ou est-ce que je dois pas en parler à mes collègues? Et si j'en parle pas à mes collègues, bah en fait je vais devoir justifier avec mon animal rationalisant pourquoi je l'ai fait. Pour avoir un bonus, bah ouais mais en même temps je suis une victime, bah ouais mais en même temps. Et donc c'est là qu'on rentre justement dans cette espèce d'acceptation et de banalisation de la violence. Due à ces normes collectives qu'on a vues, peur, résistance au changement, les leaders et les normes sociales. Et alors en termes de résistance au changement basique, on peut parler de choses un peu rigolotes, genre, je vais vous montrer cette vidéo. Arrivée d'un train à La Ciotat en France, réalisée par les Frères Lumière, donc les créateurs du cinéma. Voici une simple image de train qui arrive pour nous. Ça ne fait pas peur, on est d'accord? Et bah quand c'était dans le premier cinéma, les gens ont paniqué, ils ont cru que le train allait arriver sur eux. Donc ils ont commencé à paniquer. Ah, le train va nous écraser! Alors que c'était sur un écran plat. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est une résistance au changement. Et donc au début, c'était un rejet total. Qu'est-ce que c'est que cette technologie du démon, etc. Et d'un autre côté, on a aussi... Ah, attendez. Allô, allô? On va couper, désolé, j'ai des problèmes de son. Et donc à ce moment-là, les gens étaient tous paniqués. Et donc il y a eu d'abord un rejet, puis ensuite une acceptation. Donc on a commencé à avoir de plus en plus de films et de cinéma, etc. Et ensuite on a eu une banalisation où aujourd'hui on va tous au cinéma et on considère que c'est une technologie qui est totalement basique chez nous. Genre on regarde des trucs en streaming maintenant, on a des Netflix, enfin voilà. On peut aussi penser au téléphone qui était considéré comme inutile et dangereux et qui est aujourd'hui banalisé et qu'on a tous sur nous. On peut aussi, et les gens pensaient au début que ça allait abrutir la population, que ça pouvait impacter la santé mentale, etc. Et aujourd'hui, il y a même un petit peu de vrai, on est tous un peu devenus des geeks, hein, j'ai envie de le dire, hein, mais c'est vrai que c'est une banalisation de tout ça.